Calder ajusta son smoking bleu nuit devant le miroir de l'hôtel, ses traits cherokees paraissant plus marqués sous la lumière. Le lendemain, son fils Miles épouserait Julia Hart, la doctorante en psychologie qui avait fait irruption dans leur vie 18 mois plus tôt. Le dîner de répétition s'était achevé quelques heures auparavant. Hélène était au spa avec Julia et les demoiselles d'honneur. Sa tablette de secours tinta alors, signalant un message crypté de V. Si vous voulez sauver l'avenir de votre fils et ce qui reste du vôtre, ne les emmenez pas à l'hôtel. Examinez la valise d'Hélène, puis ses emails. Ensuite, demandez à Julia pourquoi elle possède une clé de votre maison de plage. Nathan fronça les sourcils. Qui pouvait savoir pour la maison de plage? Son esprit d'ingénieur analyste calcula les probabilités. Ce n'était pas aléatoire. Il se dirigea vers la valise d'Hélène, découvrant un smartphone caché sous des foulards de soie. L'écran affichait des messages cryptés avec JV. Tout se déroule parfaitement. Nathan ne se doute de rien. Les documents de la fondation seront prêts la semaine prochaine. Julia joue son rôle à la perfection. Miles est complètement sous son influence. Les mains de Nathan tremblaient en lisant les confirmations de vol pour Zurich, les réservations d'hôtel pour deux, et une carte romantique à Julia signée J de l'écriture d'Hélène. Ces emails se révélèrent encore plus accablants. Des projets d'actes juridiques étaient présents, établissant une fondation familiale avec Julia Hart et Hélène Calder comme signataires. Le nom de Nathan ne figurait nulle part sur les documents financés par ses biens. Un accord de conseil émergea entre Julian Vance et l'université de Julia. Vance finançait la recherche de Julia, les conférences, et même sa garde-robe. La femme que Miles allait épouser avait été achetée et payée. Nathan chercha Julian Vance en ligne. Fondateur de l'Institut zurichois pour l'excellence comportementale. Divorcé 2 fois. De multiples allégations de fraude existaient. Il avait résidé dans la même ville suisse où Hélène avait eu sa retraite de bien-être il y a 3 étés. 23 ans de mariage réduit à une mascarade élaborée à des fins financières. Nathan ouvrit son ordinateur portable, composant des emails à son enquêteur, son avocat et son expert comptable. Le mariage se déroulerait comme prévu pendant qu'il démantèlerait systématiquement leur tromperie. À l'aube, il avait embauché une équipe et commencé à protéger ses biens. Le lendemain, Julia deviendrait Julia Calder. Mais ce serait leur dernière victoire nuptiale. Le matin arriva avec un soleil trompeur. L'enquêteur privé Marcus Redbird avait travaillé toute la nuit, obtenant des résultats surprenants. Le passé de Julia Hart contenait plus de trous qu'un gruyère. Elle avait changé son nom à 18 ans, passant de Julia Hartwell à Julia Hart, coïncidant avec l'Institut Vance de Zurich. Les registres financiers de l'établissement montraient des paiements mensuels provenant des comptes de Vance aux Caïmans pendant 2 ans. Ses qualifications universitaires étaient fabriquées, stages inexistants et articles écrits par des prête-plumes. Même son comité de thèse avait été influencé par les dons de Vance. L'avocate de Nathan, Patricia Standing Bear, appela pour des mises à jour. Les documents de la fondation sont brillants, légalement conçus pour transférer le contrôle des actifs tout en paraissant standard. Vous auriez donné à Hélène et Julia l'autorité administrative sur l'ensemble de votre portefeuille. Nathan descendit à la chapelle, son expression ne trahissant rien. Miles se tenait à l'autel en uniforme de cérémonie, Julia s'approchant dans une soyeuse robe blanche fluide. Pendant l'échange des vœux, Nathan étudia les invités inconnus. 3 individus liés à l'organisation de Vance étaient parmi les amis d'université de Julia. Pendant le dîner de réception, Marcus envoya un SMS, « Vance est ici. Lexus argenté, parking nord. » Nathan sortit, trouvant le véhicule. Il frappa à la vitre teintée. Julian Vance l'abaissa, apparaissant beau d'une manière prédatrice, avec des yeux bleus pâles, des cheveux argentés et un costume coûteux. Une fraude suggérée. Bien payé. Vous devez être Nathan, dit Vance avec un charme étudié. Félicitations. J'imagine que Julia parlait souvent de moi, répondit Nathan calmement, bien qu'elle ait omis des détails sur votre relation. Le sourire de Vance ne vacilla jamais, mais ses yeux se durcirent. Je ne suis pas sûr de ce que vous insinuez. Je constate des faits. Vous financez Julia depuis 2 ans. Vous couchez avec ma femme depuis 3. Vous avez prévu de voler mes biens par le biais d'une fraude matrimoniale. La couleur quitta le visage de Vance. Vous ne pouvez pas prouver ça. Nathan montra des photos du téléphone caché, des emails et des registres financiers. Je peux tout prouver. Restez exactement où vous êtes jusqu'à ce que je sois prêt.
Nathan retourna à la réception, où la célébration se poursuivait inconsciemment. Il attendit que les discours commencent, puis s'approcha du microphone. « Mes amis, ma famille, mes invités d'honneur, » commença Nathan, sa voix portant l'autorité d'un chantier de construction. On dit que l'amour est aveugle, mais parfois l'amour voit exactement ce qu'il choisit de voir. Il sortit une tablette. Derrière lui, l'écran de projection s'illumina avec Hélène et Julian Vance s'embrassant devant un hôtel de Zurich. Des murmures stupéfaits parcoururent la foule. Hélène se redressa brusquement, oscillant entre choc et fureur. Julia, elle, restait figée. Pour ceux qui ne reconnaissent pas ce monsieur, continua Nathan d'un calme glaçant, voici Julian Vance, celui qui a financé l'éducation, le train de vie et le mariage de ma belle-fille avec mon fils. Des images montraient des virements bancaires, des transcriptions d'emails et des documents de fondation. Nathan commentait chaque élément avec une précision d'ingénieur. Ce dont vous êtes témoin, c'est la documentation systématique d'une conspiration, qui dure depuis 3 ans, visant à escroquer ma famille par le biais du mariage et de manipulations juridiques. Miles se leva lentement, le visage blême. « Papa, qu'est-ce que tu racontes ? Je dis que ta femme a été achetée et payée par l'amant de ma femme, mon fils. Ce mariage a été orchestré pour leur donner un accès légal à des biens qu'ils n'auraient pas pu voler autrement. » Julia murmura, « Nathan, s'il te plaît, tu ne comprends pas. » Je comprends parfaitement. Tu as changé de nom pour cacher ton identité. Tu as reçu des paiements mensuels provenant des comptes de Vance. Tes diplômes sont falsifiés. Tu as travaillé avec ma femme pour créer une fondation te donnant le contrôle de mon entreprise. La salle explosa. Miles se tourna vers Julia. Est-ce que c'est vrai ? Le silence de Julia valait réponse. Tu as détruit ma vie pour de l'argent, demanda Miles. Julian Vance se fraya un chemin à travers la foule en direction de la table d'honneur, le visage congestionné par la rage. Espèce d'an. Miles l'intercepta d'un direct du droit qui envoya Vance s'étaler sur la pièce montée. Le coup de poing déclencha le chaos, des tables renversées, des fleurs éparpillées et des voix furieuses. Les gardes du corps de Vance s'apprêtèrent à intervenir, mais les amis militaires de Miles les bloquèrent. La salle de réception se transforma en champ de bataille en quelques secondes. Nathan, serein, restait au micro, observant l'explosion maîtrisée. La sécurité de l'hôtel arriva, suivie de la police. Dans la confusion, Nathan récupéra discrètement ses preuves et disparut dans la nuit. La guerre avait commencé. Les médias nationaux en parlèrent 48 heures plus tard. Fraude matrimoniale révélée, un ingénieur découvre une conspiration de mariage à plusieurs millions de dollars. La documentation de Nathan s'avéra irrésistible pour les journalistes. Un homme d'affaires fortuné humilie sa femme infidèle et sa belle-fille escroc grâce à une présentation de preuves. Nathan suivait la couverture médiatique depuis son bureau du centre-ville, après avoir fait changer les serrures de toutes ses propriétés. Hélène appelait de manière obsessionnelle, alternant excuses larmoyantes et menaces furieuses. Julia tenta de se suicider, une tentative sans conviction selon les psychologues de l'hôpital, et conçue pour susciter la sympathie. Miles était assis en face du bureau de Nathan, en uniforme de cérémonie, demandant une permission d'urgence. Il avait pris 10 ans en 3 jours. « J'ai besoin de tout savoir, papa. » Nathan étala des dossiers d'enquête, des photographies, des relevés financiers, des transcriptions et des vérifications d'antécédents. Votre femme s'appelle Julia Hartwell, recrutée par Vance lors de sa 2e année à Northwestern, alors qu'elle avait des problèmes de dette. Miles étudia les documents avec une précision militaire. Depuis combien de temps le sais-tu ? Je le soupçonnais depuis 6 mois. Ses questions sur les affaires, son intérêt pour la planification financière et les incohérences dans ses histoires, mais je n'avais aucune preuve jusqu'à votre nuit de noces. Pourquoi ne l'as-tu pas empêché ? Parce qu'empêcher le mariage leur aurait permis de réessayer avec une meilleure préparation. De cette façon, nous avons des preuves documentaires de conspiration, de fraude et de mariage sous de faux prétextes. Nous pouvons mettre fin à tout ça définitivement. Patricia Standing Bear arriva avec des mises à jour juridiques. Le procureur est intéressé. Fraude matrimoniale, conspiration, fraude électronique et évasion fiscale. Vance en cours de lourdes accusations fédérales. Et Hélène ? L'adultère n'est pas un crime, mais sa participation à la conspiration fait d'elle une complice. Elle encourt une responsabilité civile pour tentative de vol et manquement à son devoir fiduciaire. Marcus appela avec des rapports de mouvement. Vance a retiré $500 000.
Un jet est en train d'être ravitaillé en carburant. Il est en fuite. Arrêtez-le, ordonna Nathan. Sur quelle base? L'argent est une preuve dans le cadre d'une enquête en cours. Contactez le procureur pour obtenir un mandat d'arrêt de témoin essentiel. Quelques heures plus tard, Julian Vance était en détention fédérale, sa tentative de fuite fournissant des preuves supplémentaires de sa culpabilité. L'homme qui avait orchestré la conspiration partageait des cellules avec des conducteurs en état d'ébriété. Son costume coûteux était froissé, et son arrogance finit par craquer. La situation de Julia s'avéra complexe. Sa tentative de suicide suscita la sympathie, la présentant comme une jeune femme manipulée par des criminels sophistiqués. Nathan trouvait ce récit agaçant, compte tenu des preuves de sa participation active à la planification. Marcus découvrit les véritables relevés de notes de Julia. Les transcriptions de Northwestern montraient des mesures disciplinaires pour malhonnêteté académique, notamment des articles plagiés, des recherches falsifiées et des signatures contrefaites. Elle n'avait pas été une victime innocente. Elle avait été une complice consentante avec un historique de tromperie. Nathan fit fuiter ces informations aux journalistes qui couvraient l'affaire. Le récit passa du jour au lendemain d'une étudiante manipulée à une fraudeuse académique en série. Son université annonça une enquête formelle. Des articles scientifiques ont été retirés en attendant une vérification de leur authenticité. La chute d'Hélène se révéla d'autant plus satisfaisante. Son agence de marketing la licencia après l'éclatement du scandale. Sa réputation professionnelle fut anéantie par son association avec la fraude. Des clients prestigieux retirèrent leurs comptes. La femme qui avait comploté pour voler la fortune de Nathan se retrouva sans emploi et dépendante du crédit. Miles demanda l'annulation plutôt que le divorce, arguant d'un mariage frauduleux dès son origine. L'avocat de Julia affirma que des sentiments authentiques s'étaient développés malgré des motivations financières. Mais l'enquête de sécurité de Miles, menée en vue de son habilitation, révéla d'autres tromperies. De fausses informations concernant ses antécédents, des contacts étrangers non divulgués et des personnes à contacter en cas d'urgence inventées transformèrent l'audience d'annulation en un cirque médiatique. Julia apparut fragile et repentante, vêtue de vêtements modestes qui soulignaient sa jeunesse. Son avocat la présenta comme la victime d'une manipulation sophistiquée. Cependant, l'équipe de Nathan s'était minutieusement préparée. Patricia présenta des chronologies démontrant la participation active de Julia à la planification et sa connaissance des affaires de Nathan. Elle souligna également la manière délibérée dont elle avait cultivé l'attachement de Miles. Des images de vidéosurveillance révélèrent des séances de coaching avec Vance, où il s'exerçait à répondre à d'éventuelles questions. La juge Sarah Crawfeder manifesta peu de patience pour le récit de Julia se présentant comme une victime. Les preuves démontraient une tromperie délibérée et soutenue, motivée par un gain financier. Cette jeune femme devint une complice consentante dans l'escroquerie visant à spolier la famille. L'annulation fut prononcée, effaçant de fait le mariage de Miles. En conséquence, Julia n'avait aucune base juridique pour réclamer des biens. Elle ne possédait aucun droit conjugal et aucune protection contre les poursuites civiles visant à obtenir des dommages-intérêts pour association de malfaiteurs. La satisfaction de Nathan était tempérée par l'inquiétude qu'il éprouvait pour Miles, qui avait repris son service, mais qui luttait contre des problèmes de confiance et un repli émotionnel. Le jeune homme, qui avait envisagé un avenir avec une femme et des enfants, semblait désormais vide, accomplissant mécaniquement ses fonctions sans son enthousiasme d'antan. « Ça passera », lui disait Nathan lors de leurs appels hebdomadaires. « Ta grand-mère disait que la trahison nous apprend à valoriser l'honnêteté. Cette douleur te rendra plus fort. »« Je ne veux pas être plus fort, » répondait Miles. « Je veux de nouveau pouvoir faire confiance aux gens. » Nathan comprit que son propre mariage était bel et bien terminé, même si Hélène continuait à vivre dans leur maison, dormant dans la chambre d'amis et maintenant un simulacre de normalité. Ils ne se parlaient qu'en cas de nécessité. Leurs interactions étaient formelles et froides. Les dommages financiers causés aux ennemis de Nathan furent considérables. Les avoirs de Vance furent gelés en attendant son procès. Ses licences commerciales furent révoquées et sa réputation anéantie. Julia fit face à la ruine financière à cause des frais juridiques et de la responsabilité civile. Sa carrière universitaire prit fin. Hélène perdit des revenus, son statut professionnel et ses relations sociales, devenant une paria dans leur communauté. Cependant, la victoire de Nathan lui semblait incomplète. La conspiration fut démasquée, les conspirateurs furent punis et les avoirs furent protégés, mais les blessures émotionnelles persistaient. Le cœur de son fils était brisé et sa propre confiance était détruite.
Il savait que des êtres chers l'avaient considéré simplement comme une source de richesse à exploiter. Lors de longues nuits solitaires dans son bureau, Nathan se demandait si ses ancêtres Cherokees approuveraient. Ils avaient survécu grâce à l'adaptation et à la stratégie, mais aussi grâce aux liens familiaux et aux relations communautaires. La guerre de Nathan avait protégé ses avoirs, mais l'avait isolé des relations qui donnaient un sens à la richesse. Pourtant, en relisant les dossiers de preuves et en considérant l'alternative être lentement dépouillé par des personnes souriantes tout en planifiant sa destruction, Nathan ne ressentait aucun regret. L'honneur exigeait de défendre ce qui lui revenait de droit. Et ses ancêtres auraient compris l'action décisive contre des ennemis impitoyables. La guerre était loin d'être terminée. Des procès criminels se profilaient. Des poursuites civiles étaient en préparation. L'enquête avait révélé d'autres victimes. La justice prendrait du temps, mais Nathan avait appris la patience. Il avait bâti un empire d'ingénierie. Le palais de justice fédéral était en effervescence avec les médias alors que le procès criminel de Vance entrait dans sa 3e semaine. Nathan était assis au premier rang, un rappel quotidien aux prévenus de l'homme dont il avait tenté de détruire la famille. Vance avait visiblement vieilli au cours des 6 derniers mois. Son arrogance habituelle avait été remplacée par un désespoir aux yeux creux. L'assistante du procureur américain, Rebecca Thunderhart, présentait méthodiquement des preuves de fraude électronique, de complot et de racket. La documentation de Nathan formait l'épine dorsale de l'affaire. Mais une enquête complémentaire révéla des stratagèmes similaires ciblant des familles fortunées à l'échelle nationale. Julian Vance ne s'est pas contenté de commettre une fraude, il l'a industrialisée. Thunderhart déclara au jury que son organisation identifiait des cibles fortunées, étudiait la dynamique familiale et déployait des femmes attirantes pour infiltrer leur vie et voler. Les témoins à charge firent le catalogue de la destruction humaine. D'anciennes élèves ont témoigné avoir séduit les fils des cibles. Amanda Patterson a décrit sa formation pour séduire le fils d'un dirigeant pétrolier texan, empochant 2 millions avant d'être découverte. Sarah M. Knight a détaillé une opération similaire ciblant un entrepreneur technologique de Seattle. Julia a témoigné au cours de la 2e semaine, coopérant en échange d'une réduction de peine. Vêtue sobrement, elle a détaillé la formation systématique en manipulation émotionnelle, collecte de renseignements financiers et exploitation juridique. Il nous a appris à identifier les points sensibles, a témoigné Julia, évitant le regard de Nathan. Les hommes seuls, les relations divorcées, les enfants en conflit et les personnes endeuillées. Nous avons appris à devenir tout ce dont ils avaient besoin émotionnellement tout en recueillant des informations sur leurs actifs. L'avocat de la défense a tenté de dépeindre Julia comme un témoin peu fiable, motivé par la vengeance, mais Patricia avait préparé les procureurs avec des documents supplémentaires corroborant le témoignage de Julia sur tous les points. Miles était présent de manière sporadique, ses obligations militaires limitant sa disponibilité. Son témoignage était clinique et dévastateur, décrivant comment Julia avait manipulé leurs relations à travers des questions financières apparemment innocentes, des discussions commerciales progressives et une intégration. Elle m'a fait croire qu'elle s'intéressait sincèrement au travail de ma famille, a témoigné Miles d'une voix posée mais creuse. Chaque conversation était une collecte de renseignements. La stratégie de la défense s'est effondrée lorsque les procureurs ont présenté des preuves du train de vie luxueux de Vance, financé par les pertes des victimes, jet privé, voitures de luxe, une villa en Suisse et un yacht à Monaco, tous achetés avec de l'argent volé. Le témoignage d'Hélène s'est avéré particulièrement dommageable pour son ancien amant. Citée à comparaître, elle a détaillé leur liaison de 3 ans et son rôle dans la facilitation de l'accès aux informations financières de Nathan. Les tentatives de se faire passer pour une victime sont tombées à plat lorsque les procureurs ont présenté des preuves de séances de planification. Avez-vous fourni à Vance les états financiers de votre mari, a demandé Thunderhart lors du contre-interrogatoire. Oui. Mais il a dit que c'était pour une planification d'investissement? Des contacts de partenaires commerciaux? Oui. Des codes de sécurité de la maison de plage? Oui. Mais avez-vous reçu des cadeaux ou une compensation de Vance pendant votre liaison? Le silence d'Hélène s'est prolongé jusqu'à ce que le juge lui ordonne de répondre. Oui. Le jury a délibéré pendant 6 heures avant de rendre des verdicts de culpabilité sur tous les chefs d'accusation. Vance a été condamné à une peine de 18 ans de prison fédérale et à une ordonnance de restitution de 14 millions de dollars. Son organisation a été démantelée et ses actifs ont été liquidés pour indemniser les victimes. La négociation de peine de Julia a abouti à une peine de 3 ans et à une interdiction permanente d'aide financière fédérale aux étudiants. Sa carrière universitaire était terminée,
ses recherches ont été discréditées et ses perspectives d'emploi étaient limitées à des postes de débutants évitant les vérifications d'antécédents. Les procédures pénales n'étaient que le début. La campagne de justice de Nathan a impliqué des litiges civils qui se sont avérés encore plus dévastateurs pour les actifs et la réputation restant de ses ennemis. La poursuite intentée par Nathan contre Julia, Vance et Hélène visait à obtenir des dommages-intérêts pour fraude, détresse émotionnelle intentionnelle et conspiration. Le procès civil a attiré moins l'attention des médias, mais a eu de graves conséquences financières. Le juge Crawfeder a présidé avec la même approche pragmatique. L'équipe de Nathan a présenté des pertes financières spécifiques, des améliorations de la sécurité, des frais d'enquête, des frais juridiques, une perturbation des activités et une diminution de la valeur des biens résultant du scandale public. Plus important encore, ils ont plaidé pour des dommages-intérêts punitifs fondés sur la planification sophistiquée et l'absence totale de remords. Patricia a présenté le témoignage d'un expert en psychologie légale sur les dommages émotionnels à long terme infligés à Miles et à Nathan par la trahison systématique de la confiance. L'avocat civil de Julia a tenté de faire valoir que son jeune âge et sa manipulation criminelle devraient limiter sa responsabilité. Cependant, l'équipe de Nathan a documenté son rôle de leadership actif dans la planification d'aspects spécifiques du stratagème, notamment la recherche sur l'entreprise de Nathan et le développement de relations avec les employés. Le jury civil a accordé à Nathan 8 400 000 $ de dommages-intérêts, la responsabilité solidaire étant attribuée aux 3 défendeurs. Étant donné que les actifs de Vance étaient gelés pour la restitution pénale et que Julia n'avait pas d'actifs importants, Hélène était confrontée à des obligations financières qui absorberaient toute réclamation de richesse conjugale restante. La procédure de divorce parallèle de Nathan a progressé avec une efficacité méthodique. Les lois du Colorado sur la répartition équitable auraient normalement donné à Hélène droit à une part importante des biens matrimoniaux, mais sa participation à la fraude et à la conspiration a fourni des motifs de confiscation des biens. Madame Calder a tenté de voler les biens de son mari par la conspiration et la fraude, a plaidé Patricia lors de l'audience de divorce. Lui permettre de réclamer ses actifs par le divorce récompenserait un comportement criminel et violerait l'ordre public. Le juge acquiesça, accordant à Hélène une pension alimentaire minimale de 2 ans et aucun partage de biens significatifs. La maison familiale, les actifs de l'entreprise et les portefeuilles d'investissement restèrent à Nathan, laissant son ex-femme avec à peine assez de ressources pour entretenir un appartement modeste. Les conséquences professionnelles s'avérèrent tout aussi sévères. Le cabinet de marketing d'Hélène la licencia définitivement après le verdict civil. Les associations professionnelles révoquèrent ses certifications. Les collègues du secteur évitèrent toute association avec son nom. La disgrâce académique de Julia devint une étude de cas sur l'éthique à l'université. Northwestern révoqua officiellement sa candidature au doctorat et lui interdit définitivement l'accès au campus. Les articles de recherche coécrits furent retirés des revues, et les présentations aux conférences furent supprimées des bases de données professionnelles. L'impact psychologique sur les 2 femmes fut évident pendant la procédure judiciaire. Hélène développa un tic nerveux et vieillit de manière spectaculaire. Sa confiance fut remplacée par une incertitude anxieuse. Julia lutta contre la dépression et l'isolement social. Sa beauté passée fut ternie par le stress et les médicaments. Miles se lança à corps perdu dans sa carrière militaire avec une intensité inflexible. Il termina l'école des Rangers, postula à la formation des forces spéciales et demanda un déploiement au combat. Nathan craignait que son fils n'utilise le service militaire pour éviter de faire face aux séquelles émotionnelles. « Tu ne peux pas fuir ça éternellement », lui dit Nathan lors de leurs conversations peu fréquentes. « La douleur doit être traitée, pas enfouie. »« Je ne fuis pas », répondit Miles. « Je me concentre sur les choses qui comptent. Le service militaire, la protection du pays, des devoirs auxquels je peux me fier. » Nathan reconnut le mécanisme de défense. Il avait utilisé des stratégies similaires après avoir découvert la conspiration. Le travail devint un refuge, la réussite devint une validation, et la distance émotionnelle devint une protection. L'attention des médias diminua progressivement à mesure que de nouveaux scandales capturaient l'intérêt du public. Cependant, Internet conserva une documentation de la victoire de Nathan. La vengeance nuptiale devint un sujet de mème sur les réseaux sociaux, discutant de l'infidélité et de la fraude. Nathan trouva la banalisation de son traumatisme irritante, mais l'accepta comme le prix de l'exposition publique. Plus satisfaisants furent les messages de victimes potentielles reconnaissant les signaux d'alarme après avoir lu le récit de l'affaire. Les méthodes de documentation de Nathan furent reproduites par des enquêteurs à l'échelle nationale. Plusieurs autres systèmes de fraude furent découverts en utilisant des techniques similaires.
le journal de la Nation Cherokee publia un profil de la victoire juridique de Nathan, la présentant comme l'application des principes de justice traditionnels aux défis modernes. Les enseignements de son grand-père sur la patience, l'observation et la pensée stratégique s'avérèrent pertinents dans les salles de conseil d'administration et les salles d'audience fédérale. Mais pendant les longues nuits seul dans son bureau ou dans sa maison familiale, il se sentait comme dans un musée de relations brisées. Nathan se demandait parfois si la victoire valait le coup. Les ennemis étaient vaincus, les actifs étaient protégés et la justice était rendue. Pourtant, les familles étaient dispersées. Un mariage était détruit. Son fils était blessé émotionnellement d'une manière qui pourrait ne jamais complètement guérir. Pourtant, en examinant les dossiers de preuves et en considérant l'alternative d'un vol systématique par des personnes ne montrant aucune pitié, Nathan ne ressentait aucun regret. L'honneur exigeait de défendre ce qui lui appartenait légitimement, ses ancêtres auraient compris une action décisive contre des ennemis déclarant la guerre en premier. La phase finale de la campagne approchait, et Nathan avait l'intention de s'assurer que la victoire serait complète et permanente. 2 ans après le mariage qui n'eut jamais lieu, Nathan examinait les rapports trimestriels dans son bureau du centre-ville. Le cabinet d'ingénierie avait prospéré, remportant d'importants contrats auprès de clients respectant sa gestion décisive de la fraude. Sa réputation professionnelle fut renforcée plutôt que ternie par la révélation de ses ennemis publics. Miles termina sa formation des forces spéciales et fut déployé à l'étranger, maintenant un contact minimal avec son père. Leur relation resta cordiale mais une victime à distance de la trahison, brisant la confiance du jeune homme dans les relations humaines. Nathan s'inquiétait de l'isolement émotionnel de son fils, mais respectait son besoin d'espace pour guérir. Les suites judiciaires se stabilisèrent en schéma prévisible. Vance resta en prison fédérale. Les demandes de libération conditionnelle furent constamment rejetées en raison d'un manque de remords et de tentatives continues de contacter la victime. Julia purgea sa peine et disparut dans l'anonymat, travaillant apparemment dans des emplois de service sous différents noms, évitant complètement les réseaux sociaux. La situation d'Hélène devint de plus en plus désespérée. Les paiements de la pension alimentaire prendraient fin dans 6 mois. Les perspectives d'emploi restaient limitées. Son cercle social s'évapora complètement. L'ex-femme de Nathan fut contrainte de vendre des bijoux, des œuvres d'art et des effets personnels, conservant un modeste bail d'appartement. L'assistante de Nathan entra avec une enveloppe portant la mention personnelle et confidentielle. À l'intérieur, il y avait une lettre manuscrite d'Hélène, la première communication directe depuis la finalisation de leur divorce. Nathan, je sais que tu as tous les droits de me détester éternellement. Ce que j'ai fait est inexcusable, et je comprends que tu ne puisses jamais me pardonner. Mais j'ai besoin que tu saches que mes sentiments pour toi étaient réels. Même si mes actions ont trahi ces sentiments. J'ai fait des choix terribles et blessé des gens que j'aimais pour des raisons qui me semblaient importantes à l'époque, mais qui me paraissent maintenant pathétiquement superficielles. Je n'attends pas de miséricorde, mais j'espère qu'un jour tu te souviendras que nous avons eu de bonnes années avant que je ne détruise tout. Je t'écris parce que les pensions alimentaires se terminent bientôt et que je risque de me retrouver à la rue. Je ne te demande pas d'argent. Je sais que je n'ai pas le droit de demander quoi que ce soit. Je voulais juste que tu saches que je comprends enfin ce que j'ai perdu, et je suis désolé. Nathan l'a lu 2 fois, analysant le langage à la recherche de signes de manipulation. Mais sa grand-mère Cherokee lui avait appris à reconnaître le remords sincère, et les mots d'Hélène portaient le poids d'un regret authentique. La femme qui avait comploté pour lui voler sa richesse était véritablement brisée par les conséquences de ses choix. Son premier instinct fut d'ignorer complètement la lettre. Hélène avait fait des choix et récolté les conséquences par une trahison délibérée. Nathan ne lui devait rien, ni miséricorde, ni assistance, ni même la reconnaissance de sa souffrance. Mais sa grand-mère lui avait également appris la différence entre la justice et la vengeance. La justice rétablissait l'équilibre et protégeait l'innocence. La vengeance nourrissait la colère et emprisonnait les vainqueurs dans des cycles continus de représailles. Nathan avait obtenu justice par le biais des tribunaux et des procédures judiciaires. Il lui restait à décider s'il devait poursuivre la vengeance ou trouver une voie vers la résolution. Ce soir-là, Nathan se rendit en voiture au complexe d'appartements d'Hélène, un immeuble modeste dans un quartier qui l'aurait horrifié pendant leur mariage. Il resta assis dans son pick-up pendant 1 heure, observant les résidents et considérant ses options. Hélène apparut au coucher du soleil, revenant d'un emploi dans une épicerie, paraissant plus âgée et plus fragile qu'il ne s'en souvenait. Nathan prit sa décision et se dirigea vers sa porte. Hélène ouvrit avec choc et une peur immédiate. « Nathan, s'il te plaît. Je ne t'ai pas demandé de venir ici.
J'ai lu ta lettre, dit-il simplement. Nous devons parler. Elle s'écarta, le laissant entrer dans le petit appartement meublé avec des articles de magasins discount et de brocante. La femme qui exigeait autrefois des meubles de marque et des vacances de luxe vivait maintenant avec le strict nécessaire. Je n'attends rien de toi, dit Hélène doucement, sans croiser son regard. Je sais que ce que j'ai fait est impardonnable. Nathan l'étudia attentivement, notant les changements engendrés par 2 années de conséquences, d'arrogance et de prétention. Les qualités qui avaient rendu la trahison possible avaient été remplacées par une véritable humilité. La femme devant lui était brisée mais honnête, peut-être pour la première fois depuis des années. « Pourquoi as-tu fait ça ?» demanda-t-il. « Nous avions une belle vie ensemble. Tu avais tout ce dont tu avais besoin. » Hélène s'assit lourdement dans une chaise d'occasion, sa contenance se fissurant. « Parce que j'étais une idiote. » Julien me donnait l'impression d'être jeune et excitante à nouveau. Il m'a convaincu que tu n'appréciais pas ce que tu avais. Je pensais que je méritais plus que d'être la femme d'un homme qui réussit. Je voulais réussir moi-même. Alors, tu as décidé de voler ma réussite au lieu de construire la tienne. Je me suis dit que ce n'était pas du vol. Je me suis convaincu que nous avions droit à l'argent en raison de nos contributions à ta vie et à ton entreprise. Julien était très doué pour faire passer les vols pour de la justice. Nathan s'assit en face d'elle, maintenant une distance prudente. Ce qui est arrivé à lui et à Julia ne me concerne plus. Mais tu étais ma femme, la mère de mon fils pendant 23 ans. Cela doit bien compter pour quelque chose. Hélène leva les yeux avec un espoir désespéré. Est-ce que ça veut dire? Cela signifie que je ne te laisserai pas devenir sans abri, dit Nathan prudemment. Mais cela ne signifie pas que je te pardonne ou que je veux que tu reviennes dans ma vie. Il sortit un document juridique préparé par Patricia Standing Bear. C'est un accord de règlement. Je vais t'acheter une petite maison dans un quartier convenable et te fournir un revenu mensuel modeste à vie en échange. Tu acceptes de n'avoir plus aucun contact avec moi ou Miles, sauf en cas d'urgence véritable. Hélène fixa le document, les larmes coulant. Pourquoi ferais-tu ça pour moi? Parce que ma grand-mère m'a appris que le fait de nourrir la haine empoisonne davantage celui qui la porte que celui à qui elle est destinée. Parce que mon fils ne devrait pas avoir à s'inquiéter du fait que sa mère vive dans la rue. Et parce que 23 ans de mariage, même un mariage qui se termine par une trahison, crée des obligations qui survivent au divorce. Je ne mérite pas cette miséricorde, murmura Hélène. Non, tu ne la mérites pas, admit Nathan. Mais je mérite la paix, et t'aider à survivre me donnera cette paix. Hélène signa l'accord de règlement avec des mains tremblantes, acceptant le dernier cadeau de Nathan avec gratitude, semblant les surprendre tous les deux. La modeste maison qu'il avait achetée se trouvait à plus de 3 états de distance, s'assurant que leur chemin ne se croiserait jamais par hasard. 6 mois plus tard, Nathan apprit que Miles revenait de mission et avait demandé une affectation sur le territoire national. Père et fils se retrouvèrent pour dîner dans un restaurant tranquille, leur conversation hésitante mais plus chaleureuse que depuis le désastre du mariage. J'ai appris pour maman, dit Miles avec précaution. La maison et la pension alimentaire. Nathan acquiesça. Cela me semblait la bonne chose à faire. Vous allez vous remettre ensemble? Non. Cette partie de ma vie est terminée. Mais elle reste ta mère, et tu ne devrais pas avoir à choisir entre avoir une relation avec elle et en avoir une avec moi. Miles y réfléchit attentivement. Je ne suis pas encore prêt à lui parler. Peut-être un jour, mais pas encore. C'est ton choix, répondit Nathan. Il n'y a pas de calendrier pour le pardon et aucune obligation de pardonner. Est-ce que tu lui pardonnes? Nathan réfléchit attentivement avant de répondre. Je lui pardonne assez pour arrêter de la haïr activement. Je ne lui pardonne pas assez pour lui faire confiance ou la vouloir dans ma vie. Peut-être que c'est la meilleure forme de pardon, celle qui vous libère sans exiger l'oubli. Miles sourit pour la première fois depuis des mois, une expression sincère rappelant à Nathan le jeune homme enthousiaste planifiant son avenir avant que la tromperie ne le détruise. Je pense à quitter l'armée, dit Miles. Peut-être retourner à l'école, apprendre l'ingénierie ou la construction, construire des choses au lieu de les détruire. Nathan sentit l'espoir jaillir, le surprenant par son intensité. L'entreprise pourrait toujours utiliser quelqu'un avec ta discipline et ton expérience en leadership. Je voudrais commencer en bas de l'échelle, apprendre le métier correctement. C'est comme ça que j'ai commencé, répondit Nathan. Grand-père disait toujours que comprendre les fondations est la seule façon de construire quelque chose de durable. Alors qu'ils quittaient le restaurant ensemble,
Nathan repensa au long chemin parcouru depuis l'avertissement du smoking jusqu'à ce moment prudent de réconciliation. Les ennemis étaient vaincus, les actifs étaient protégés et la justice était rendue. Plus important encore, la relation de son fils montrait des signes de guérison, et sa propre colère s'était transformée en quelque chose qui ressemblait à de la sagesse. Le journal de la nation Cherokee avait raison de considérer sa victoire en termes de principes de justice traditionnels. La patience, l'observation et la pensée stratégique se sont avérées plus efficaces qu'une riposte immédiate. La guerre a été gagnée non pas par des frappes dévastatrices isolées, mais par une pression soutenue et le démantèlement systématique des ressources ennemies. La société d'ingénierie de Nathan continuait de croître, sa réputation renforcée par sa gestion de la conspiration. Il avait reçu des demandes d'autres victimes potentielles et d'organismes d'application de la loi sollicitant son expertise pour documenter et dénoncer des stratagèmes de fraude similaires. Les compétences qui avaient bâti son empire commercial se sont avérées tout aussi efficaces pour le protéger contre des attaques criminelles sophistiquées. Lors de longues nuits passées seul dans sa maison familiale, celle-ci ne ressemblait plus à un musée d'une relation brisée. Nathan se demandait parfois ce que ses ancêtres Cherokee penseraient de ces méthodes et de leurs résultats. Ils avaient survécu au génocide, à la relocalisation forcée et à la destruction culturelle systématique grâce à l'adaptation, faisant preuve d'une pensée stratégique et d'une défense intransigeante de ce qui leur appartenait. Nathan était confronté à une guerre différente, menée avec des documents juridiques et des instruments financiers plutôt qu'avec des armes. Cependant, les principes restaient les mêmes, identifier les ennemis et comprendre leurs faiblesses pour protéger ce qui compte le plus. Ne jamais céder de terrain à ceux qui ne font preuve d'aucune pitié. Exposer la conspiration et punir les conspirateurs. L'empire de Nathan était préservé pour les générations futures. Miles hériterait d'une entreprise bâtie sur un travail honnête et protégée par une sagesse durement acquise sur la capacité de la nature humaine à la fois à la loyauté et à la trahison. Plus important encore, Nathan avait appris à distinguer la justice de la vengeance, et entre la défense nécessaire et la cruauté inutile. Les ennemis étaient vaincus sans destruction complète, laissant place à la rédemption et à la croissance, même pour ceux qui ne lui avaient témoigné aucune considération de ce genre. L'avertissement du smoking marqua le début de la période la plus difficile de la vie de Nathan. Mais cela révéla également des forces qu'il ne savait pas posséder et une sagesse qui lui serait utile dans tous les défis à venir. La guerre était terminée, mais la victoire durerait toute une vie. Sam.